Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un objectif assez ambitieux, trouvé dans nos sources. Comment passer d'un jeu de poker où on fait juste jeu égal, break-even quoi, à un objectif de 1 000 $ par mois. Et tout ça avec seulement 2 heures par jour. Alors, réaliste ou un peu un doux rêve? On va regarder ça de plus près. Bonjour, oui, l'ambition est là, c'est clair, mais ce qui est intéressant d'emblée, c'est que le guide y prévient direct. C'est pas une baguette magique. Non, la condition numéro un, c'est de changer complètement d'approche. Faut voir le poker comme une entreprise, en fait. Ah oui, une approche pro. Exactement. C'est un vrai changement de mentalité par rapport à la plupart des joueurs qui, d'après la source, finissent par perdre sur le long terme. D'accord, une approche professionnelle. Mais alors concrètement, comment on passe de cet objectif de 1 000 $ à une stratégie de jeu? J'imagine que ça commence par des chiffres. C'est ça. Tout tourne autour du fameux win rate, le taux de gain. On le mesure en big blinds gagnés toutes les 100 mains, le BB 100. C'est un peu la boussole du joueur. Le guide dit qu'un bon joueur, un joueur régulier et sérieux, il peut viser entre 1 et 4 BB 100. Si on est au-dessus de 5, c'est excellent, mais apparemment c'est dur à maintenir. Ok, 1 à 4 bébés 100. Et avec la contrainte des 2 heures par jour, ça fait à peu près 60 heures par mois. Comment on atteint 1 000 $ avec ça? Ça demande un certain gain horaire, non? Oui, le guide fait le calcul pour nous. Pour arriver à environ 16-17 $ de l'heure, il faut monter jouer aux tables qu'on appelle NL50. C'est là où les mises sont de 0,25 et 0,50 $. Et à cette limite-là, si on arrive à maintenir un win rate de, disons, 4 à 5 BB 100, alors mathématiquement, on commence à s'approcher de ces 1 000 $ par mois. D'accord. Le guide montre même un tableau pour illustrer que c'est vraiment à ce niveau-là, la NL50, que ça devient plausible pour un joueur solide qui, bien sûr, travaille sans jeu. NL50 donc. Compris. Mais pour faire le volume de mains, le guide parle de 800 voire 1 000 mains par heure en jouant sur plusieurs tables en même temps, et il recommande un format bien précis, le Zoom Poker. C'est ce truc où dès qu'on jette sa main, hop, on est sur une autre table directe. Exactement, c'est ça. Et c'est un choix vraiment stratégique, imposé par la limite de temps en fait. Le zoom, ça permet non seulement de faire beaucoup de mains très vite, mais ça accélère aussi l'apprentissage des bases. On joue contre plein de joueurs différents, anonymes. Ah oui, pas le temps de s'attacher à un adversaire en particulier. Voilà. Et le guide suggère même que ça peut aider à limiter le tilt, la frustration, parce que l'impact d'une mauvaise main ou d'un mauvais coup est dilué. C'est beaucoup plus adapté qu'un tournoi long et aléatoire pour un objectif horaire fixe. Mhm. Alors, ce qui m'a vraiment marqué dans ce guide, c'est l'insistance, mais quasi obsessionnelle, sur la gestion du capital. La fameuse bankroll. Le guide dit que c'est LA compétence numéro un, avant même la stratégie. Ça m'a paru un peu fou, ça. Et bien pourtant, c'est présenté comme la clé de voûte. Vraiment, la règle d'or absolue, c'est d'avoir au moins 50 caves. Une cave, c'est le montant maximum qu'on apporte à la table. Donc, pour jouer en NL 50, ça signifie avoir un capital de jeu de 2500 $. 2 500 $. Oh là là. Ah oui, quand même. C'est pas juste pour faire joli, c'est vu comme une protection vitale contre la variance. Les hauts et les bas de la chance, quoi, c'est inévitable au poker. Sans ce matelas de sécurité, le guide est très clair, c'est soit la faillite, soit on se met à jouer avec la peur au ventre, le scared money. Et là, on prend plus les bonnes décisions. D'accord, 50 caves, sacré coussin. Et il y a aussi cette idée de discipline, savoir redescendre de limite si on perd trop après avoir essayé de monter. Ce n'est pas un échec, c'est juste... Un ajustement nécessaire, exactement. C'est de la gestion de risque, pure et simple. Si on reprend l'image de l'entreprise, protéger son capital, c'est la priorité absolue. Redescendre, c'est juste admettre qu'il faut peut-être encore bosser certains points avant de retenter sa chance, à la limite supérieure. C'est une approche très pragmatique. Bon, la base financière est posée, très rigoureuse. Mais pour gagner, quelle stratégie de jeu le guide conseille au début? Surtout quand on part des toutes petites limites genre NL2, NL10. Alors là, la recommandation est assez classique mais efficace. Une approche tight agressive, ou tag. Ça veut dire jouer peu de mains avant le flop, mais quand on décide de jouer une main, on la joue fort, agressivement. Et surtout, en position sur les autres joueurs. L'idée principale en micro-limite, c'est ce qu'on appelle le value betting. Miser pour la valeur? Exactement. Miser quand on pense avoir la meilleure main, pour se faire payer par une main moins bonne. Le guide déconseille fortement les bluffs compliqués à ce niveau. Ah oui? Pourquoi? Parce que les adversaires ont tendance à être des calling stations. Ils paient beaucoup trop souvent.
Donc, autant maximiser quand on a du jeu. C'est du poker ABC, simple, solide, pour commencer. Et j'imagine que cette stratégie ABC, elle suffit plus quand on arrive vers la NL25, la NL50? Ah non, clairement pas. La compétition devient plus sérieuse. Les joueurs sont meilleurs, plus réfléchis. C'est pour ça que le guide insiste énormément sur l'étude. C'est non négociable. Il suggère même un volume environ 4 heures par semaine, en plus des 10 heures de jeu. 4 heures d'études? Et on fait quoi pendant ce temps? Analyser ses propres sessions avec un logiciel de suivi, un tracker, revoir des mains clés, comprendre ses erreurs, étudier des concepts théoriques plus avancés, et aussi essayer de comprendre comment jouent les autres joueurs réguliers qu'on croise souvent aux tables. Ok, bon. Si on essaye de résumer ce plan issu des sources, pour espérer attendre ces 1 000 $ par mois en jouant 2 heures par jour, il faudrait se focaliser sur le cash game format Zoom, viser la limite NL50, appliquer une gestion de bankroll super stricte, les 50 caves, savoir monter et descendre, commencer avec une stratégie simple et agressive, et la faire évoluer grâce à l'étude constante, ces fameuses 4 heures par semaine. Ça ressemble quand même plus à un job à temps partiel qu'un hobby, hein. C'est tout à fait ça la perspective donnée. Le guide offre une structure, une feuille de route on pourrait dire. Mais après, tout dépend de la personne. La discipline personnelle, la capacité à gérer ses émotions, le tilt notamment, et puis la persévérance quand ça va mal, parce qu'il y aura forcément des mauvaises passes. Et ce qui est assez fascinant finalement, c'est que la réussite semble tenir autant, si ce n'est plus, à la psychologie et à la gestion financière qu'à la technique pure du jeu de cartes. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour laisser nos auditeurs réfléchir. Si ce guide met la gestion du capital comme étant plus importante que la stratégie technique au début, qu'est-ce que ça révèle sur la nature profonde de l'avantage au poker sur le long terme? Est-ce que c'est juste une question de bien jouer ses cartes ou est-ce qu'il y a autre chose de plus fondamental en jeu? Voilà, matière à réflexion.